L'école hôtelière de Rabat où j'étais, elle datait de 1951. Première promotion, 1951. Ça fait presque 75 ans. Le chef de cuisine a 12 000 $ par mois à Dubaï, dans un hôtel de 1000 chambres. Je ne peux pas le toucher. Saïdia, à partir du mois de novembre, 80% des employés, malheureusement, ils sont arrêtés. Ils essayent de faire un deuxième métier. Ce n'est pas toujours évident, bien sûr. Je n'ai pas encore beaucoup voyagé, finalement. Quand vous avez la chance d'avoir une mère, en particulier italienne, donc c'est l'opéra tous les dimanches matins. Bonjour, c'est Atman Alami. Merci, bonjour. Sherif, j'ai plaisir à te recevoir. Ça fait très longtemps que je voulais te recevoir dans ce podcast, dans cette conversation, qui commence toujours par la même chose. Donc, je sais que tu es quelqu'un de très connu, mais je ne sais pas si nos auditeurs aujourd'hui te connaissent encore mieux. Donc, qui est Atman Sherif Alami? En 2 mots. Alors, très connu, certainement pas, mais assez connu dans le secteur touristique. Et donc, Atman Sherif Alami est né en 1951 à Casablanca. Il a grandi évidemment à Casablanca. Il a poursuivi ses écoles, ses lycées de Casablanca. Puis, il s'est retrouvé à l'école hôtelière de Rabat pendant 3 ans. C'est-à-dire que d'une fréquentation plus ou moins, on va dire à l'époque, pleine de lumière, Sun Beach et compagnie, volleyball et amusement, je me retrouve finalement pendant 3 ans dans un internat à Rabat, un peu pour me recadrer par rapport à mes distorsions quotidiennes vis-à-vis du lycée, et en même temps pour m'apprendre un métier. Et je trouve que ça a été un moment fabuleux puisque j'ai rencontré déjà là une 60aine de copains de tout le pays. J'ai mieux conversé dans le arabe francophone et puis dans le arabe normal, on va dire Darija. Et ensuite, Othman a spontanément aimé ces métiers du tourisme et je me suis dirigé vers la première promotion de l'Institut supérieur du tourisme de Tanger. Évidemment que je rêvais d'aller à Cornell, je rêve d'ailleurs toujours, peut-être une année j'irai en faire des summer schools, je rêvais d'aller à l'Institut supérieur du tourisme de Nice. Et finalement, mon père, Allah yarhamou, me dit, écoute, moi je suis dans les associations, il ne faudrait pas que mon fils aille à l'étranger, alors que nous venons d'inaugurer avec la coopération française un superbe institut supérieur du tourisme agréé à Tanger. Et là, j'ai passé 2 années à Tanger. Et donc, évidemment, mon père était donc dans le tourisme, puisque après quelques années dans l'industrie, il s'est retrouvé à créer la première agence de voyage, une des premières agences de voyage maroco-marocaine, Atlas Voyage, c'était en 1964. Évidemment, ma mère, qui a une vie tout à fait particulière, qui était italienne, s'est retrouvée à travailler, divorcée quand nous, on avait plus ou moins 12 ans, mon frère 9 ans, ma sœur 3-4 ans. Donc, une vie finalement pleine d'optimisme. Vous savez, quand vous avez la chance d'avoir une mère en particulier italienne, donc c'est l'opéra tous les dimanches matins, donc c'est l'optimisme, c'est la musique, c'est l'ouverture, c'est la tolérance et c'est l'adaptation à toutes les coutumes et traditions. D'ailleurs, le fameux grand-père, Moulay El-Mahdi, l'avait tout de suite surnommé la Hayat, donc la vie. Et on a vécu avec tout ça, beaucoup de stages à l'étranger, beaucoup d'expériences. Moi, à partir de l'âge de 17 ans, 16 ans, j'avais plus la chance d'aller les vacances de plage et de soleil aux alentours de Casablanca, tout particulièrement Pont-Blondin, les Sablettes, puis évidemment David, puis Bouznika. Non, j'étais à partir du 1er mai toujours en stage pour au moins 4 à 6 mois. Et ça m'a fait découvrir la Suisse, la France, le Canada, l'Espagne, Londres où j'avais eu une très mauvaise expérience. J'étais arrivé en avance et donc j'avais pas d'argent pour prendre un hôtel. Et la personne était intransigeante, m'a dit « Votre chambre dans l'hôtel, elle est prévue dans 1 semaine ». Et pendant 1 semaine, je changeais d'auberge tous les soirs avec des menus différents.
des chips à une huile frelatée ou je ne sais quoi que je n'arrivais même pas à manger. Et un jour, je passe et je trouve à Regent Street, au Al Maroc, je rentre, je leur dis, Allah yakhlikom, est-ce qu'il y a un avion Je ce rentre à la soir? maison. Je suis rentré à la maison, Alors, évidemment avec les fameux t-shirts London is beautiful et les Beatles, ils sont toujours là. ben super, ben je comprends beaucoup mieux d'où te vient cette énergie, cette lumière et ce côté aérien chez toi qui est juste exceptionnel et qui est contagieux. Avant d'aller plus loin dans ce qui te passionne, j'aimerais rester un peu plus sur l'homme aujourd'hui. J'imagine que tu as des enfants. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu as transmis à tes enfants? Alors, je suis marié, un grand coup de foudre avec mon épouse Safia. En réalité, j'ai toujours eu des copines européennes. Mais j'ai toujours dit dans ma petite tête que j'allais me marier avec une Marocaine. Alors que mon papa s'est marié avec 2 Européennes, une Italienne et une Française. Allah yarhamou. Et pourtant, il me disait toujours, écoute, essaye de choisir une Marocaine. Ça m'avait influencé. Donc, le jour où j'ai rencontré Safia, 12 mois après, on s'est mariés. Et on a eu Kenza, notre fille, qui a plus de 40 ans aujourd'hui, et Aziz, mon fils. Kenza et Aziz sont au Maroc, installés avec leur famille. Et en plus, ils sont proches des activités tout autour des industries, du tourisme et autres. Et Aziz est lui aujourd'hui, 3e génération, directeur général avec toutes les fonctions d'Atlas Voyage. Et voilà que la continuité se fait. Mais dans le groupe, je suis avec mon frère Karim, qui me rejoint, Karim qui est expert comptable, etc., qui un jour me dit « j'en ai marre de faire les bilans des autres, je voudrais rejoindre le Atlas Voyage ». Et je lui dis avec grand plaisir, mais c'est une petite société, pour 2 ça va être très petit. Et on a décidé de prendre avec ambition des longs crédits, des opportunités de développement. Et ben, c'était les assises de Ouarzazate en 2004, où notre plus grand client de l'époque nous prend par le bras et nous dit « Construisez-moi un hôtel de 450 chambres, club all-inclusive 4 étoiles à Marrakech ». Et là, ben, les étoiles sont en lumière pour nous. Le wali de l'époque, Assad, qui finalement libère Marrakech de son petit Guélise finalement. Et nous arrivons avec l'aide des banquiers, des financiers, du client à ouvrir ce fameux club all inclusive en 2006 et un deuxième en 2010. Et après, on a géré pour compte plusieurs autres clubs, même si aujourd'hui, à la veille de 2030, notre stratégie, c'est focus, gestion d'hôtel, création d'hôtel, investissement dans l'hôtellerie. Alors, on en parlera après. Oui, effectivement, j'ai transmis à mes enfants d'abord, on va dire, l'esprit familial. Côté marocain, côté italien, la vie familiale est importante. Et dans la vie familiale, il faut préserver le respect, la sagesse et ne pas juger. Ni les parents, ni les enfants. Chacun est libre à partir d'un moment où vous lui inculquez quelque chose de précieux, comme la valeur de l'optimisme, la valeur du respect, la valeur de l'équilibre et de la justice. À notre niveau, bien sûr. C'est-à-dire qu'à la maison, tu es comme ça, à l'extérieur, tu dois être comme ça. Il ne faut pas avoir plusieurs visages, plusieurs attitudes, plusieurs signes de contradiction, méchanceté ou rancune ou revanche. Surtout pas. La vie est très courte, profitons-en chaque matin. Et je pense que c'est ce que j'ai pu leur transmettre avec des beaux moments de joie. Même avec rien, on peut s'amuser, on peut parler, on peut partager. Après, c'est ce que j'ai retenu parce que quand j'ai retrouvé mon père, Allah yarhamou, c'est-à-dire retrouvé, en fait, il était toujours là, mais je l'ai beaucoup plus fréquenté, c'est quand il m'a demandé de faire un stage dans son agence, chez Atlas Voyage. Moi, j'ai dit, papa, avec tout mon respect, on est une vingtaine, c'est une petite entreprise. Moi, j'aspire à aller à Singapour, dans un hôtel 5 étoiles, avec de très beaux boutons de manchette,
accueillir les clients dans les grandes réceptions, peut-être même la princesse de Brunei, Djandi ou Nadama. Et donc, une ambition mesurée, mais assez dans l'euphorie, on va dire. Mais une euphorie toujours équilibrée. Jamais rêvé plus que la réalité pouvait me donner. Et là, en restant chez Atlas Voyage, j'y suis resté jusqu'à il y a 8 ans, il y a 6-8 ans, quand la relève a pris en main les rênes de l'agence. Et c'est le jour où il m'a confié un dossier d'organisation, de production, de réalisation, d'accueil, de logistique, d'hospitalité, de gastronomie. Le premier congrès Tupperware en Afrique, c'était à Rabat, au Hilton, qui est devenu entre-temps le Sofitel. 150 Américains de toute l'Europe et des États-Unis vont venir à Rabat pour tenir leur congrès. Et donc j'ai géré le budget, j'ai géré la sémantique, la scénique, etc., la signalétique. Et c'est là où je me suis dit, mais nom de Dieu, c'est un travail d'organisateur d'événements. C'est ça qui me plaît. C'était un peu le cinéma. Il faut dire qu'avec Al-Walid Allah Rahma, tous les dimanches, on allait voir automatiquement, on n'avait pas le droit d'aller jouer, faire du cyclisme ou du football. À 2h15, 2h30, on partait avec elle au cinéma. On habitait tous les dimanches. Oui, tous les dimanches, et on avait le droit à 2 films. Le premier film, c'était style Elvis Presley, et le deuxième, c'était La chute de l'Empire romain. Et donc, c'était des films qui nous ont finalement, indirectement, cultivés dans la création, dans l'ambition, dans la culture claire des livres. Quelle est la tradition que tu as installée, toi, avec tes propres enfants? Alors, je ne pourrais pas dire que je leur ai... Aziz, il lit énormément. Moi, quand j'étais jeune, c'était un moment, le sport et la lecture, qui m'ont accompagné, qui était pour moi un genre d'équilibre mental. Pas de tristesse, pas de rancune, pas de revanche, parents divorcés, mais heureux avec ce que tu as autour de toi. Donc les bandes dessinées, les Ambla et compagnie, et puis les fameux SOS, les romans policiers. Et un peu de lecture intellectuelle, on va dire. Mais ce n'était pas vraiment fort de ce côté-là, à ce moment-là. Mais mon fils, lui, il a peut-être directement ou indirectement pris cette habitude que j'avais quand j'étais jeune. Il lit beaucoup. Mais il lit des livres, d'ailleurs même en anglais. Il n'a plus envie de lire en français. Mais est-ce qu'il y a un rendez-vous familial régulier? Ah oui, oui, en principe, minimum 2 fois par mois, on se retrouve lors d'un repas. Maintenant, le ramadan, samedi dernier, il y avait 35 invités chez nous. Toute la famille, les enfants, les petits-enfants, les nièces, les cousins, les cousines. On est bras ouverts. Très bien. Bras ouverts. Alors, je voudrais maintenant parcourir avec toi ton côté militant. Le tourisme, c'est ta passion, tu as toujours milité. Je connais ton objectivité, je connais aussi ta capacité à pousser des cris de colère objectifs. En 2026, quels sont maintenant les véritables enjeux de cette industrie au Maroc? Les véritables enjeux de cette industrie pour qu'elle performe au niveau où elle devrait être et non pas simplement à l'objectif qu'on s'est fixé. Alors aujourd'hui, effectivement, c'est un grand challenge pour la ministre, pour le gouvernement, pour les opérateurs, pour les dirigeants locaux, les élus. Franchement, c'est un grand challenge. C'est un grand challenge parce que finalement, depuis la vision 2010 et 2020, aujourd'hui, tout le monde a une certaine connaissance et une certaine expertise de la transversalité des segments touristiques. Comme vous le savez, dans un village, je veux bien faire un écologe, mais si je n'associe pas les villageois, si je ne me préoccupe pas de l'environnement, si je ne me préoccupe pas de la rareté peut-être de l'énergie, de l'eau ou de l'électricité ou autre, si je pollue tout autour, ça ne marche pas. Et donc aujourd'hui, c'est déjà un acquis. C'est notre façon de dire on veut un tourisme responsable et durable, même si, à l'instar de certains pays internationaux, on ne peut dire ça qu'à partir du moment où 50% des acteurs sont labellisés. C'est ce qui est en train de se faire. Vous avez vu qu'enfin la loi sur le contrôle des étoiles de nos hôtels se met en marche, même si on est très en retard parce que le digital et les grandes plateformes internationales avec les clients
notent les hôtels tous les jours. Nous, dans nos clubs à Marrakech, la bataille avec les directeurs d'hôtels, c'est même pas un contrôle interne. C'est est-ce que vous êtes au-dessus de 8 sur 10 dans les différentes plateformes et les différents classements des clients au quotidien. Donc dès que je suis à 7,8, 7,7, c'est branle-bas de combat dans l'hôtel. Et dès que je suis à 7 ou à 6,5, c'est annulation du contrat avec nos tour opérateurs. Parce que ça veut dire qu'il y a un problème et que ça ne marche pas. Donc, la gouvernance est pour moi le point le plus important. Elle existe, elle est avec des hauts et avec des bas, elle est rapide et très lente, elle est compliquée avec des obstacles et finalement, des fois, très facile. Mais aujourd'hui, on a une volonté d'assainir tous les investissements et d'éviter peut-être toutes les spéculations inutiles en obtenant des dérogations pour construire un hôtel et finalement on n'a construit que des villas. Ou construire un hôtel et finalement on n'a construit que des appartements. Et ça nous a porté aujourd'hui préjudice, puisque pour un terrain agricole en dehors de la ville de Marrakech, qui n'est plus agricole depuis plus de 50 ans, il n'y a plus rien qui a poussé dessus, eh bien, il faut une dérogation et seul le chef du gouvernement est aujourd'hui habilité à vous donner cette dérogation, après avis favorable du Conseil régional unifié des investissements dans la région où vous voulez investir. Certes, c'est louable, certes, c'est une procédure noble, courageuse, pour assainir, mais en même temps, ça prend du temps. Et l'investisseur, quand il met plus d'1 an et demi pour obtenir les autorisations, le client, il n'est plus là. Pourquoi on met 1 an et demi? Eh bien parce que je vais faire un peu les louanges des CRI, mais les louanges des CRI ne peuvent être appliquées à 100% que s'il y a, par exemple, au CRI d'Agadir ou de Marrakech, 50 experts, et non pas 3 ou 4. Vous savez, vous voulez ouvrir un riad à Marrakech, il faut aller au CRI. Vous voulez agréer votre restaurant comme restaurant touristique, il faut aller au CRI. Vous voulez ouvrir un grand hammam, je crois qu'il faut aller au CRI. Vous voulez investir dans un parc d'animation, quel qu'il soit, il faut aller au CRI. Alors un hôtel, etc. Et il n'y a pas de fast track. Donc, ils sont X à Marrakech, largement insuffisants. Alors, le gouvernement ne peut pas recruter, il y a peut-être trop de personnes dans les différents secteurs économiques du pays. Mais là, si on veut faire marcher le moteur du CRI à plein régime, pour les 10 prochaines années, il faut trouver une solution. Est-ce qu'on peut chiffrer le manque à gagner de ce retard administratif? Ce sera la non-réalisation des 30 à 40 000 chambres d'ici 2030. On va en réaliser 10 000. S'il me faut 1 an et demi pour acquérir le terrain et ses autorisations, et il me faut 2 ans et demi à 3 ans pour construire l'hôtel aux normes fixées après tous les contrôles, 4 ans, c'est déjà 2030. C'est fini. C'est fini. Donc, on va louer des bateaux, c'est sûr, des grands bateaux de croisière. On va les mettre dans les grands ports de Tanger, Agadir, Casablanca, et pourquoi pas Ce qui n'est pas le but. Ce qui n'est pas le but. C'est une solution qui a été faite dans plusieurs de grands événements mondiaux et qui est tout à fait satisfaisante après tout. Mais en même temps, je peux pas rester que négatif parce qu'il y a eu, après le Covid, heureusement, alhamdoulilah, des outils financiers très intéressants pour l'hôtellerie. On a eu des subventions, plus de 2 milliards de dirhams de subventions à plus de 850 hôtels. C'est le premier cadeau officiel, financier, directement que les entreprises hôtelières ont reçu. On aurait pu faire la même chose pour les transporteurs, les loueurs de voitures, les agences de voyage, les restaurants. Mais bon, ça n'a pas été fait pour différentes raisons. Il y a eu quand même beaucoup de drames dans ces petites professions-là. Oui, 30% des RH ont disparu de l'industrie touristique, si ce n'est 40%. Par crainte, ils sont partis dans d'autres secteurs. Vous savez, le Maroc est resté fermé 2 ans. Quand mes amis me disent « Alors, tu es content, ça reprend ?» Je dis « Oui, mais j'ai remboursé le cap relance, j'ai remboursé le crédit oxygène. Sinon, j'étais pas avec vous aujourd'hui. Nous étions dans le coma. Alhamdoulilah, on est sorti du coma. 2 ans de fermeture. Un autocar, quand il a fallu le remettre en marche, il a fallu débourser 38 000 dirhams
pour l'hydraulique, technique, l'informatique de l'autocar, la visite technique. Est-ce que cet autocar qui est resté 2 ans dans le parking, un coup de peinture, parce que souvent, il y en a qui sont restés sous le soleil. Donc, on s'en est bien sorti. Et finalement, cette industrie du tourisme qui est décriée, les prix ne sont pas toujours adoptés pour le tourisme national, la qualité n'est toujours pas au rendez-vous. Hein? Pour le tourisme national, c'est une réalité ou c'est une vue de l'esprit? Non, ce n'est pas une réalité. La réalité, c'est qu'il n'y a aucun produit adapté au tourisme national. Quand je dis tourisme national, c'est le tourisme de volume. C'est 2500 dirhams par semaine, un joli appartement pour 5 personnes avec la cuisine équipée, avec tout autour des jeux pour les enfants, mini-foot, la mosquée, l'épicerie et la mer ou la montagne ou un lac ou un fleuve pas loin. C'était le projet des résidences immobilières à promotion touristique. Peut-être je suis de l'ancienne génération déjà et je parle de ça comme exemple qui m'avait marqué à l'époque du ministre du Tourisme, Adil Diouri. On pensait en avoir une centaine. On n'a eu que 3. Ifrane, Mehdia et Agadir. Ifrane et Mehdia, secteur privé. Agadir, caisse dépôt et gestion. Donc c'était une catastrophe. Pourquoi? Parce que le juridique, le fiscal, le procédurial était tellement plein de garde-fous pour que le promoteur immobilier ne s'en mette pas plein les poches, entre guillemets, parce que ce n'est pas vraiment le cas, et ne réalise pas l'objectif de faire passer des bonnes vacances aux Marocains, et finalement, il n'y a rien eu, puisque personne ne s'y est retrouvé, ni le promoteur immobilier, ni le financier, ni le banquier, ni les impôts. Et donc, c'est remis en question. Aujourd'hui, vous avez vu, il y a une loi qui est venue vite rattraper quelques retards. Par exemple, vous avez le droit aujourd'hui, sous autorisation spéciale, de construire un bel hôtel. 80 chambres minimum, 200 chambres, 200... Mais à côté, vous avez le droit d'avoir des villas résidences. Ces villas résidences, soit vous les vendez, mais vous avez obligation de les louer. Donc le propriétaire, il y habite 6 mois s'il veut, ou 3 mois, ou 2 mois. Mais ça, c'est une nouvelle forme de resort qui existe dans le monde entier. Mais ce que j'entends malgré tout, c'est qu'il y a toujours une notion immobilière plutôt qu'une notion industrielle du tourisme, dans cette combinaison. Ah, on pourra dire la même chose pour les compagnies aériennes, pour les ferryboats. Bien sûr que c'est industriel et en même temps c'est immobilier, en même temps c'est aéronautique, en même temps c'est développement de la mobilité. Aujourd'hui, nous, par exemple, dans le transport touristique, on espère arriver pour les voitures avec chauffeur, pour les minibus et plus tard les 48 places, arriver à une solution avec l'État, win-win, avec des autobus électriques. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, 45% du prix du kilomètre, c'est le gasoil. Si je passe en électrique, ça tombe à 15%. Donc mon prix va être beaucoup plus compétitif et ma rentabilité risque d'être beaucoup plus importante pour que j'investisse plus. Aujourd'hui, avec la peak season de février à fin juin, il nous manque tellement d'autocars qu'on est parti en louer au prix fort chez les lignes internationales qui ont les mêmes bus que nous, 54 places de luxe. Donc la gouvernance du secteur touristique, elle doit prendre en compte tout ça. On ne peut pas juste dire 20 millions de touristes, 25 millions de touristes, 30 millions de touristes. Si on dit 30 millions de touristes, alors comment on est au niveau de l'équilibre de l'énergie? Comment on est au niveau de la mobilité dans la ville? Comment on est au niveau des solutions par rapport à l'environnement? Comment on est aux ressources humaines? Donc ça fait, il reste ce sujet, on a perdu 30 à 40%. Alhamdoulilah, les ressources humaines commencent à revenir. Ce qui est très intéressant, c'est que le métier retrouve une belle attractivité. Alors justement, restons sur ce chapitre capital humain qui est quand même la clé, parce qu'il ne suffit pas d'avoir des bâtiments, tu l'as toujours dit. Donc un bel hôtel, c'est bien. Ce sont les hommes qui servent le client, qui eux, comment dire, garantissent le sourire du client, du touriste, et qui va revenir, etc. Très franchement, est-ce qu'on n'a pas raté le coche aujourd'hui de la formation, de l'employabilité, du statut, de donner envie, de valoriser ce métier? Alors non. Au niveau de la formation, on doit reconnaître que le Royaume du Maroc a toujours eu
un intérêt particulier à former ces hommes et ces femmes. L'école hôtelière de Rabat où j'étais, elle datait de 1951. Première promotion, 1951. Ça fait presque 75 ans. Les écoles hôtelières du Maroc, c'était les années 60, 64, 70. L'Institut supérieur du tourisme de Tanger, 72. Plus de 6000 diplômés. Bac plus 3, bac plus 5. On n'est pas dans ces volumes aujourd'hui, Atman. On n'est pas dans ces volumes. Alors attendez, après vous avez la formation professionnelle, avec cette taxe professionnelle que nous, à différentes époques à la CGM, on a réclamé qu'elle soit reversée aux entreprises. À chaque fois qu'on est à quelques heures d'une signature, soit c'est les syndicats qui s'opposent, soit c'est le gouvernement qui s'oppose, soit c'est le patronat qui s'oppose, il faut dire la vérité. Mais aujourd'hui, il y a de la formation. Ce qu'il manque d'une manière drastique, c'est la relation formation-entreprise. Quand moi, il y a 2 mois, l'OFPTT de Casablanca, une des écoles, me dit, écoute, on a 14 élèves qui sont dans le e-travel. Ils ont 2 ans de cours, mais il leur faut 6 mois de stage. Et là, on voudrait faire une immersion dans une agence pour qu'ils aient une bonne attitude future. Mais je leur dis, mais avec grand plaisir. Et les équipes chez moi ont organisé ça d'une manière professionnelle. Ils sont passés une journée dans tous les services, dans toutes les agences. Nous, ce n'est pas de l'industrie, ce n'est pas de l'hôtellerie, mais dans toutes les agences, avec un petit séminaire, avec une petite conférence, etc. Et le directeur n'en revenait pas. Et je lui dis, écoute, on a un problème de communication, de relations. 1, moi, je n'ai jamais visité ton école. 2, tu n'es jamais venu chercher tout le staff des ressources humaines et des opérations et de la production pour leur montrer ce que tu fais. Et moi non plus, je n'ai pas fait le premier pas. Donc, on a là une relation presque innocemment éloignée. Moi, je suis entrepreneur, moi, je dois trouver des ressources humaines, mais je ne sais pas où est-ce qu'ils ont été formés. N'oubliez pas aussi que peut-être, je dirais un chiffre comme ça, 30% à 40% des Marocains formés au tourisme au Maroc sont à l'étranger. Ils sont également des véritables employés, collaborateurs, dirigeants dans les grands territoires touristiques du monde. Des États-Unis, je dirais même à la Chine, de l'Asie à l'Afrique, du Moyen-Orient. Alors le Moyen-Orient, vous vous rappelez que nous, on a eu le Covid 2020-2021, 2022 on ouvre, pardon, tout le personnel est parti à la Coupe du Monde du Qatar. Il y a eu un appel. Nous, on voudrait bien mieux payer. Aujourd'hui, un vrai chef pâtissier, il faut compter plus de 20 000 dirhams net, 15 000 dirhams minimum. Aujourd'hui, une gouvernante ou bien personnel de chambre, c'est du 6 000 à 4 000 à 6 000 dirhams et plus. Mais le problème, c'est que ces salaires que vous pouvez donner, c'est à partir d'une taille. Si je suis autorisé à construire un hôtel à Casablanca de 8 étages, alors que le Twin Center en a 26, par exemple, et moi je suis prêt à faire un hôtel à 18 étages, mais je n'ai pas l'autorisation. Ben, les 8 étages fois, disons, allez, 20 chambres par étage et encore, ça ne me fait que 160 chambres. Le chef de cuisine à 12 000 $ par mois à Dubaï, dans un hôtel de 1000 chambres, je ne peux pas le toucher. Je n'ai pas la rentabilité, c'est calcul, c'est simple. Et donc, aujourd'hui, il faut que l'État, les communautés, les collectivités comprennent qu'on doit construire plus grand, plus haut, plus fort. Et ainsi, toute la machine va se mettre en permanence, directement et indirectement, avec une grande valeur ajoutée. Je comprends la relativité entre la taille, la surface, etc. Mais... Oui, ça n'oblige pas qu'il faut donner un minimum décent, c'est clair. Mais moi, je voudrais quand même revenir sur la question capital humain, où là, j'ai plutôt indifférent. Dans le sens où aujourd'hui, je pense que l'industrie du tourisme, de l'hôtellerie, je pense qu'il y a un besoin énorme. Est-ce que tu as des idées de chiffres aujourd'hui, le besoin? Alors, aujourd'hui, on commence à parler non plus de 450 000 emplois directs, mais de 750 000 à 850 000 emplois directs. En besoin ou en existant? Non, en existant. OK. Sauf que, on va dire que ce chiffre, certainement, il est pris la haute saison. OK.
Saïdia, à partir du mois de novembre, 80% des employés, malheureusement, ils sont Bien sûr. arrêtés. Et ils essayent de faire un deuxième métier. Ce n'est pas toujours évident, bien sûr. Les industries du tourisme pourraient donner 1 500 000 emplois directs et 4 millions d'emplois indirects. Ça, c'est les statistiques des Nations Unies. Tourisme, c'est les statistiques mondiales. L'Espagne, l'Italie, le Portugal, la France, quand ils ont commencé leur tourisme, c'était un tourisme assez précaire. Y aller pour travailler, des étudiants, pour faire des petits métiers, des stagiaires, à part les métiers nobles comme chef cuisinier ou autre, c'était pas, il fallait pas un bac plus 5. Aujourd'hui, vous avez des écoles hôtelières, vous avez des universités hôtelières, vous avez de la Il y a formation une maturité. en management et Oui. en relation avec le digital, le numérique, qui est très très fort. Très bien. Restons là-dessus. Il y a une maturité dans certains pays. Restons chez nous. Tu as évoqué le chiffre de 1,5 million. Si on reste sur juste le momentum 2030, de combien de personnel on va avoir besoin? Au moins d'ici 2030, de 500 000 personnels 500 000 supplémentaires directs. D'accord. Est-ce qu'on est capable de les fabriquer aujourd'hui? Ils sont en train d'être fabriqués. On espère que certains vont revenir. Il y a une attractivité vers le Maroc maintenant exceptionnelle. Ah oui, nous recevons des CV de Marocains qui vivent à Londres, à Paris, soit pour travailler, et ils le disent clairement, 3, 4, 5 ans maximum, et après ils vont créer leur propre entreprise. Ça, c'est magnifique. Mais vous savez, les industries du tourisme, même si elles sont un peu dans l'informel, ou même si elles ne sont pas toutes déclarées, elles amènent une valeur ajoutée quotidienne. Et il n'y a pas d'autres industries qui peuvent se permettre ça, sauf bien sûr l'agriculture. L'agriculture qui vit une transformation différente avec le digital, avec les drones qui peuvent semer les graines à la place d'une trentaine de personnes. Une anecdote vraie, noble. Un couple que je rencontre qui était à Paris, travaillaient tous les deux, magnifique, 2 enfants, nés à Paris, en France, puis ils décident de rentrer. Il faut dire que la France, ces derniers temps, ne fait rien pour retenir les Français d'origine africaine ou maghrébine en particulier. Et donc, ils rentrent au Maroc, ils s'installent à Mohammedia, ils font presque les mêmes métiers. Et puis, ils disent, c'est pas là qu'on va vivre. Ils laissent l'appartement, ils le louent, je ne sais pas s'ils l'ont revendu, et ils vont tous les deux, avec les 2 enfants, 4 ans et 6 ans, vivre dans un village dans la vallée de Aït Bourmez, la vallée heureuse, une des plus belles vallées de l'Atlas marocain dans le monde. Il faut la visiter. Et là, ils sont en train de construire avec un co-working et un co-financing de leurs amis un gîte qui doit leur coûter finalement 800 000 dirhams. Et déjà, il y a une communauté de plus de 200 personnes européennes, marocaines, africaines, qui attendent avec impatience d'aller faire des retraites dans ce territoire. Et eux, ils ont eu l'intelligence de créer une coopérative acceptée par le CRI de Beni Mellal, où ils ont fait tout d'une manière tout à fait légale et agréée pour associer les villageois. Et donc, il y a des villageois qui devaient descendre à Rabat travailler, qui a dit non, 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 moi je reste ici comme ingénieur, coordinateur de tout ce système qui va générer des emplois indirects. Ça, c'est la magie du secteur touristique. Après, il y a des abus, il faut les réprimander. C'est pour ça que la gouvernance est importante. L'État ne peut pas tout contrôler, on le dit. L'État ne peut pas engager des agences pour contrôler tout le monde à des honoraires importants. Moi, je propose à l'État demain, dans le cadre de sa gouvernance éclairée, de faire appel aux retraités. Des retraités qui ont été parfaitement bien formés, qui ont une éthique très responsable, qui sont vraiment en demande de réaliser quelque chose pour leur pays. Le client mystère, il peut être un retraité avec son épouse, passer 2-3 nuits dans un hôtel, un restaurant, mais en même temps dénoncer ce qui ne marche pas et apporter des solutions pratiques et pragmatiques, made in Morocco. Et ça, c'est important. Donc la gouvernance, pour moi, est importante pour gérer cette croissance. Alors peut-être, encore une fois, c'est l'ancienne vision, mais on avait parlé d'un haut commissariat au tourisme. On avait parlé d'un comité stratégique du tourisme, ad hoc.
on avait parlé d'un conseil supérieur du tourisme. On avait parlé de rencontres ou assises ou congrès chaque Mais année. pourquoi tout ça ne se fait pas? Exactement. Alors, ils ne se font pas parce qu'il n'y avait pas de belles annonces à faire. C'était aussi une question d'image et de marketing. Alors que moi, je dis, c'est au contraire au moment où il y a une forte croissance que je dois me rencontrer le plus souvent possible pour la maintenir, la consolider et la renforcer. Parce que la croissance, elle est belle, mais la chute, elle peut être mortelle. Aujourd'hui, la croissance, elle est de combien? On est presque à 15-20% chaque année avec certains grands marchés comme l'Espagne, la France, l'Angleterre. C'est un peu mitigé, je fais un peu de marketing, c'est vrai, mais le Open Sky a apporté ce qu'aucun autre pays africain n'avait essayé. Le Maroc l'a fait avec les professionnels de l'époque, le gouvernement Jito. Ils ont pris leurs responsabilités et ils ont créé ce fameux Open Sky. Et malgré ça, la Royal Air Maroc est toujours là. Et elle va être plus forte que jamais avec ses 150 avions, 200 avions neufs d'ici 2037. C'est 10 ans. Revenons. J'entends le côté optimiste de Sihatman, Chelif Alami. Non, mais je peux être aussi, Non, attends. pas pessimiste, mais je peux être aussi critique sur certains réaliste. domaines. Soyons juste réalistes, parce que moi, j'insiste sur la dimension capital humain, et tu as donné des chiffres très importants et très impressionnants. 1,5 million le besoin. Pour 2030, 500 000. Sous réserve de Oui. validation d'experts. Oui, bien sûr. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on t'écoute, on a l'impression que tout est prêt pour fabriquer les 500 000, alors qu'on sait très bien que nous ne sommes pas suffisamment structurés pour fabriquer ces 500 000 dans les 5 ans, dans les 4 ans qui viennent. C'est pour ça que je ne vois pas, j'ai du mal à lire cet optimisme par rapport à la disponibilité des ressources humaines. Et ce n'est pas les happy few qui vont venir de l'étranger, parce qu'il y en a, c'est des vraies compétences, des vrais experts qui vont régler le problème. Donc, une hirondelle ne fait pas le printemps. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir le printemps. Et le printemps, c'est former en quantité et en qualité un capital humain qui a envie d'être dans les métiers du tourisme. Alors, et tu l'as dit tout à l'heure. Il y a des signes forts. Voilà. Quand le Royal Mansour décide de créer à l'Ouedsbou, à Rabat, en bas de la fameuse tour Mohamed VI, une académie de l'hôtellerie pour le service de luxe, avec un hôtel aménagé pour l'ensemble des étudiants qui seront permanents là-bas, c'est un signe et une volonté de lever la qualité. C'est un exemple pour nous autres, professionnels. Chacun de nous, je le dis modestement, mais en même temps avec un peu d'amertume, chacun de nous aurait dû déjà construire sa propre académie. Alors, évidemment que je peux tout de suite faire la parenthèse en disant c'est très difficile. Les autorisations, les professeurs, les cours agréés. C'est des faux arguments. Mais oui, c'est des faux arguments. Nous avons un projet à Marrakech d'une académie. On a un projet d'une académie. Sauf le terrain où on voulait le faire, il faut une dérogation spéciale et on ne l'aura pas. Donc, il faut qu'on trouve un autre terrain. Et le coût de ce autre terrain va peut-être nous imposer de ne rien faire. Oui, mais la profession, pourquoi la profession ne s'organise pas pour avoir cette dynamique de création, de montée en compétences collective? Il y a des grands groupes qui l'ont fait quand même. Il y a des grands groupes hôteliers qui ont créé des académies en interne avec des formations obligatoires. Ils le font encore et ils le font bien. Mais pour avoir cette quantité, on n'a pas encore un global programme avec un power, une force de résultat. Aujourd'hui, je crois que l'OFPTT, je ne sais pas si je ne me trompe, mais on est aux alentours de 6 000 à 8 000 tous les 3 ans qui sortent de l'école de formation professionnelle. Le tourisme, c'est quand même une attitude. Vous voyez, aujourd'hui, il est 10 fois plus facile de former un jeune à gérer un gîte, une auberge, un riad, qu'un hôtel classique. Et donc, c'est là où les normes un peu occidentales ou européennes nous imposent une formation très pertinente, très poussée. Parce que l'industrie touristique dans un grand hôtel, c'est toute une attitude à avoir. Et cette attitude, elle commence par le mental, déjà. On n'est pas au service, non. On est pour faire vivre une expérience au client. Et ce n'est pas parce que le client m'appelle comme ça que je dois me sentir gêné ou insulté. Et ça, c'est délicat, mais ça arrive.
ça se construit et ça vient. Le royaume du Maroc aujourd'hui est un pays touristique. Il n'y a pas 20 millions de visiteurs, c'est un sacré score que nous avons presque réalisé à fin 2025. Et les tendances sont bonnes. Le pays est sécurisé. Mais on est d'accord là-dessus, Atman. Le débat n'est pas au niveau de la performance touristique, parce que je pense que le Non, Maroc... mais ça va suivre. Je voulais dire par là Voilà, mais... que moi, nous, on est en train de valider un investissement de 280 chambres de luxe all inclusive, par exemple à Marrakech. On sait que dès qu'on a les autorisations et qu'on pose la première pierre, on a 2 ans pour former le noyau dur. On l'a mis dans le budget d'investissement, c'est-à-dire 24 mois de salaire. Et on va les former, on va les trouver, et on va leur donner la qualité qu'il faut. L'industrie, parce que moi j'ai le sentiment que l'industrie aujourd'hui passe plus de temps, et elle a raison, de militer pour la gouvernance, le truc, le machin, et aujourd'hui, tout ça, on est oui. d'accord. Mais le capital humain, 500 000 bonhommes, où est-ce qu'on va aller les chercher? Et j'ai pas l'impression que la même énergie collective est mise sur la table pour ça. C'est ça qui m'intrigue dans cet optimisme que je comprends, que je partage. Mais en même temps, il faut être lucide. Le capital humain, c'est l'alpha et l'oméga du tourisme. Et donc aujourd'hui, les 500 000, comment on les fabrique collectivement? Pas de manière isolée. Bien évidemment que chaque marque va le faire. Regardez, les métiers du tourisme, guide accompagnateur. Jusqu'à ces dernières années, c'était un métier qui n'était pas vraiment réglementé au niveau des diplômes, etc. Aujourd'hui, il est réglementé avec même des diplômes. Et aujourd'hui, un guide accompagnateur, il est au minimum entre 1000 et 1500 dirhams jour en honoraire. Bien sûr. Ce qui, avant le Covid, c'était 350 à 500 dirhams jour. Et encore. Ou être salarié, ou se constituer en société de services et de guidage. Tout ça, ça avance. Mais vous avez raison. On doit avoir un véritable programme de formation horizon 2030-2040 avec une attractivité dans les petites écoles, dans les lycées, expliquer les industries du tourisme, expliquer ce que le tourisme apporte. Parce que souvent, on dit « profite de mon pays », moi, je n'ai pas la chance d'y profiter. C'est un juste constat. Mais en réalité, oui, mais il ramène tant de devises pour qu'on puisse racheter tant de matières premières, etc. etc. Alors, on va sortir du sujet capital humain parce qu'on a passé un peu... Non, mais il est important, il est important. Pour moi, il est vital. Pour moi, il est vital et il me semble qu'il n'est pas adressé à la hauteur de l'enjeu. Et ça, c'est un autre débat. Tout à l'heure, on a parlé du tourisme local. Et tu as dit non, mais si, etc. C'est juste les appart-hôtels, les trucs. Mais aujourd'hui, comment expliques-tu qu'un Marocain qui veut passer 3-4 jours à Marrakech va payer... Alors, quel Marocain? J'arrive. Pardon. Qui veut passer un week-end, il va prendre un hôtel 5 étoiles, lambda, dans les 5 étoiles. Ça se trouve, le week-end va lui coûter 30 000 balles. Et le même niveau, on va dire, social de Paris ou de Londres va réserver le week-end dans le même hôtel, va payer 3 fois moins cher. Là, c'est pas vrai. C'est ce qu'on entend, hein. Moi je te livre. Maintenant, quelle est ta lecture de ce décalage de pricing? Alors, le pricing, depuis la transition numérique et la digitalisation des plateformes au niveau mondial, tous les hôtels affichent leurs prix publics dans tous les réseaux mondiaux. Très bien. Ces plateformes, avec leurs intermédiaires, ont des commissions sur réalisation de réservations. OK. 33% des unités hôtelières marocaines classées sont fréquentées par des nationaux, des résidents marocains au Maroc. 33%, c'est le premier marché en matière de valeur ajoutée de chiffre d'affaires. C'est le premier marché devant les Français, devant les Anglais, devant les Espagnols. C'est génial. Ouais. C'est génial. Ça veut dire que ces produits, ces prix sont adaptés au pouvoir d'achat de ces résidents marocains. On va dire les A et les B. Okay. Moi, tout à l'heure, je disais que nous n'avons pas encore une stratégie pour offrir un tourisme éclairé, plein d'expériences, à la catégorie C et D. C'est-à-dire, monsieur, madame, 2 enfants et la belle-mère ou la cousine ou la tante, on est 6, on part en vacances 1 semaine, on a 5 000 dirhams. Entre la nourriture, les loisirs, la location de l'appartement. Et ce n'est pas les appartements comme à Martil,
à 700 dirhams, voire 1400 dirhams la journée, dans un état dégueulasse, je m'excuse du terme, mais on est obligé de louer ça pour aller à la plage tous les jours. En fait, on dort à peine là-bas, on se douche et tous les enfants profitent de la mer. C'est tellement important le voyage, ça forme la jeunesse. On est d'accord, le voyage forme la jeunesse. Les voyages, quels qu'ils soient, tout autour de ta ville ou de ton village ou de ton pays, ça forme la jeunesse. Et donc, aujourd'hui, on n'a pas cette stratégie. Il faudrait que le gouvernement prochain, ou celui-là, mais peut-être prochain, lance des zones foncières. Énormément de zones foncières, des centaines et des centaines d'hectares, bien pensés, dans un aménagement du territoire bien réfléchi. Et qu'il puisse proposer la création d'unités, en disant, vous voyez cette parcelle, eh bien, vous la louez pour 99 ans, à X dirhams par an, et vous construisez dessus appart-hôtel. Non, vous allez construire un amphithéâtre. Vous allez construire une piscine olympique. Vous allez construire des petites unités de, comment on appelle ça, comme les internats, comme les auberges, où on dort à 8, à 12, à 15 dans le même bâtiment, avec toutes les commodités, bien sûr, nécessaires. Si on fait ça, on gagne le contrat. On va gagner le contrat. On va avoir 5 millions de touristes de plus. Tourisme national. Maroc. Vacances scolaires à revoir. Pour des raisons un peu syndicales et matérielles, on a abandonné les 3 régions qui avaient été votées sous le gouvernement de M. Ben Kiran, le nord, le centre et le sud. C'est vrai qu'il y a des professeurs, l'épouse travaille au nord, lui il est au centre et ça crée des sujets, mais ce n'était même pas plus de 5% des professeurs. Et on est revenu à 3 grandes périodes identiques au niveau national. Tout le monde va à Marrakech. Et à Marrakech, les prix montent. C'est la loi de l'offre et la demande. Tout le monde va à Agadir. Et la même chose où vous ne trouvez carrément pas de place. Mais si on a des zones, on a eu les zones industrielles, évidemment, ça continue. Il nous faut les zones touristiques, foncières. Aujourd'hui, la tokenisation dans l'agriculture peut être imaginée pour le tourisme. C'est-à-dire on est plusieurs fragmentés à acheter l'espace et qui est loué à une unité hôtelière. Et moi, je reçois, et c'est dans la blockchain, je peux revendre même mes petites parts pour... le e-tourisme en route. Yes, le e-tourisme en route. Et le Maroc est capable de faire ça. On arrive à la séquence à cœur ouvert. Tu dois choisir 3 questions. Tu vas me les donner. Tu peux pousser ton micro pour avancer, il n'y a pas de problème. Voilà. Très bien. Tu prends 3 questions et tu me les donnes. 3 questions. Voilà. Hadi, 1, 2... Et Hadi sur le football, peut-être. Peut-être. Alors, quelle est ta colère actuelle? Ma colère actuelle, la vraie colère actuelle. Ici, c'est que du vrai en général. La vraie colère actuelle, des fois, je suis du signe du bélier. Et le bélier est toujours très, pas rapide, non. Et angoissé que ça n'avance pas. Donc ma colère aujourd'hui, c'est les délais trop longs pour créer de la valeur ajoutée. C'est le comble. Ce n'est pas des délais trop longs pour avoir fait une faute et tu vas être jugé. Non, c'est des délais très longs parce que tu vas construire, tu veux prendre des risques, tu veux prendre des crédits. Et malheureusement, les délais sont trop longs. Qu'est-ce que tu n'as jamais dit en public, mais tu portes depuis toujours en silence? Qu'est-ce que je peux... J'ai toujours tout dit presque au public. Peut-être... Qu'est-ce que j'ai pas pu dire? Que je suis Ouidadi, que j'aime le Raja malgré tout? Non. Qu'est-ce que je n'ai pas dit au public et que je pense en silence? Et que je n'ai encore pas réalisé mes rêves? Je n'ai pas encore réalisé mes rêves. Je n'ai pas encore beaucoup voyagé finalement. Je me rends compte que je n'ai pas encore beaucoup voyagé. Et peut-être que je ne lis pas assez. Ok. Quelle trace aimerais-tu laisser au-delà de ton métier? En dehors du métier, c'est-à-dire? Ah oui, ton métier, c'est le tourisme. Quelle trace tu aimerais laisser au-delà de ça? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi? Un constructeur joyeux, un ambitieux,
qui n'a jamais eu de tristesse s'il n'atteint pas ses objectifs. Au contraire, il repart de plus belle. Oui, rassembler, surtout. J'aime être en collectif. Et ça, c'est peut-être le sport. Quand j'ai, dans ma jeunesse, fait beaucoup de football ou bien de volleyball, c'était toujours du collectif, bien sûr. Tu es remplaçant, tu es attaquant, tu es passeur, tu es remplaçant. Il faut être patient, ça va venir. Il faut travailler. Alors, c'est un peu exagéré de dire ça comme ça, mais oui, j'aimerais que les gens disent il a toujours aimé rassembler. Il n'a peut-être pas toujours été parfait. Des fois, je suis un peu incompris. On pense que je suis un peu... C'est ce que m'a révélé quelqu'un et je me suis retrouvé devant mon miroir. On me dit, des fois, tu as l'air un peu hautain. Pas snob quand même, mais un peu hautain. Snob, il faudrait que j'ai de quoi être snob. Et je ne l'ai pas encore. Non, rassembler. Rassembler. Et rester dans l'esprit Mouhib al-Watan. Ok. Dernière question, ça c'est la mienne. Si tu pouvais, et ça tombe très bien, et donc là il me faut une réponse qui sorte des tripes. Si tu pouvais changer une chose dans notre modèle de société pour aider le Maroc à franchir un cap, ça serait quoi? Ça serait offrir très rapidement aux jeunes qui vont créer des couples du très bon logement, une très belle éducation, une très belle santé. Tout le reste, ils sont capables de traverser les obstacles. Le feu, ils sont capables de le traverser. Il y a une ADN de nos tribus ancestrales qui est toujours présent entre chaque Marocain. Et vous voyez la ville de Casablanca où je suis né, où mon père est né, où mon grand-père n'est pas né, il était d'origine de Fès. La ville de Casablanca, j'y ai appris à savoir qu'elle est constituée de forces multiples, d'origines multiples, de ce royaume du Maroc, de multiples civilisations. Judéo, musulmane, amazigh, la Chaouia, Fès, Meknès, aussi important que Marrakech, aussi important que Stade, que Taroudant, que Tafraout, que Aït Ba'amran. Et donc ce pays, avec bien sûr sans oublier le Chamel, donc ce pays à Casablanca, il est le royaume rassemblé. Ils vivent tous ensemble. Et regardez, avec les efforts qu'ont fait la ville de Casablanca, elle est de plus en plus propre. Pas toujours, pas partout, mais elle est de plus en plus propre. Le jour où Sibn Imam m'avait invité, il était au Wali de Casablanca, 7 h du matin, il avait déjà son thé à la menthe, son cigare et la musique, elle a. C'était assez anachronique pour moi, mais j'ai découvert ce grand homme. Et il m'a dit, si tu avais un petit conseil à donner à un Wali, tu oserais dire quoi? J'ai dit, on change les autobus. Ils sont dans un état lamentable. C'est une honte pour le citoyen casablancais de vivre dans ces autobus. Et nous avons eu les autobus. Vous avez vu récemment, climatisés. Nous avons eu le tramway, 12-12-2012, inauguré par notre auguste souverain, Sa Majesté Mohamed VI. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez pris le tramway? Moi, je prends maintenant le tramway une fois par mois, au moins le dimanche. Enfin, j'exagère une fois par mois, non. Mais je veux faire les 4 lignes. Je veux découvrir mon pays grâce au tramway. C'est un voyage incroyable. Ça ne vous coûte même pas 10 dirhams. C'est magnifique. Alors. Donc, oui, je pense que le citoyen marocain, au fond de lui, Mouhib al-Watan, il accepte la défaite, il accepte la victoire, il sait faire la fête quand il le faut, et il sait être résilient et surtout solidaire avec ses voisins. C'est une très belle conclusion. Merci. Merci Seatman pour cette conversation très passionnée, très passionnante. J'ai appris beaucoup de choses. Et donc, j'espère qu'on va réussir, en tout cas, le défi touristique pour 2030, Inch'Allah, et surtout, que l'industrie va réussir à s'engager véritablement sur la production des ressources humaines dont on a besoin vite et maintenant. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à vous. Mabrouk Ramadan. Toi aussi. Merci.